Donc, je vais vous parler de la bibliothèque participative et la bibliothèque participante. Il y a écrit 2021, mais c'est un renouveau et je me suis trompée, j'ai oublié de changer ça, c'est juste le même titre. Donc, pourquoi je viens parler de ça? Je suis effectivement responsable de l'Office de Bordeaux, mais ça n'a pas trop à voir. Mais en revanche, j'ai fait de la recherche sur cette question-là. J'ai fait une thèse que j'ai soutenue en 2019, hein, fin 2019, sur la participation, qui avait le titre que vous voyez s'afficher, donc de la participation à la mobilisation collective, la bibliothèque à la recherche de sa vocation démocratique, et que vous pouvez aller lire si vraiment vous avez très envie de lire 400 pages sur la participation. C'est disponible en ligne sur HAL. Ça veut dire aussi que j'en ai une approche de la participation qui est du point de vue de la recherche, d'accord, qui est alors peut-être de la théorie appliquée, voire applicative, j'en sais rien, c'est-à-dire qui s'appuie beaucoup sur ce qui se passe sur le terrain, hein. Je fais une forme d'anthropologie des savoirs, mais qui reste néanmoins théorique. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de vous parler un peu des enjeux de ce qui sous-tend d'un point de vue théorique et sociologique, puisque j'ai une thèse en sociologie, le fait que les bibliothèques fassent de la participation. Voilà. Alors, tout ce travail que j'ai mené, je l'ai fait, j'ai soutenu en octobre 2019, hein, si vous voyez vers où je veux aller. Donc, avant la période de Covid. Et évidemment, mes réflexions, même si aujourd'hui je les reprends et je les analyse au regard de ce qui s'est passé et puis de ce qui pourrait advenir, ça reste quand même des analyses d'un terrain qui était antérieur à cette pandémie. Néanmoins, je pense que la pandémie et la situation actuelle que peuvent connaître les bibliothèques, avec peut-être moins de fréquentation qu'auparavant, ne remet pas fondamentalement en question ce qui nous a amené dans les bibliothèques à un moment ou l'autre à faire de la participation et ce qui devrait nous amener à en refaire, quoi. Voilà, dès lors qu'on pourra le refaire de manière la plus sereine possible. Alors, peut-être, en fait, la question principale à laquelle je vais essayer de répondre dans cette présentation, c'est mais pourquoi est-ce qu'on mènerait des projets participatifs? Au-delà de notre envie, au-delà du fait qu'on trouve ça un peu rigolo, quoi, ce qui me paraît être en fait pas que des bonnes raisons, c'est pourquoi est-ce que finalement on fait des projets participatifs et en quoi ça répond en vérité à une nécessité de la bibliothèque pour réussir à mettre en œuvre ses propres missions, sans quoi en vérité elle se retrouve un peu déstabilisée par des situations politiques et sociales actuelles. Je vais donc commencer par vous parler de bibliothèque intentionnelle et puis ensuite on verra des situations bien particulières. Alors, tout mon travail est basé sur une chose, sur l'idée qu'il y aurait une bibliothèque intentionnelle, hein, et que la participation fait partie de ça. Le beau monsieur que vous voyez là, c'est John Dewey, qui est donc un philosophe pragmatiste. Ouais, le diaporama passe pas, hein, je sais pas. Le quoi? On est que sur la première diapo, c'est un peu surprenant. Ah ben moi j'en suis à la je sais pas combien. Ah, ok. OK, ça passe pas. Alors attendez, on va Non. chercher une autre solution. C'est tellement dommage de ne pas voir la photo Ouais. de Dewey. Mmh, On voyait heu, mais on voyait pas, je pense, la prévisualisation du PowerPoint. Alors, c'est une question On peut-être voyait, de fenêtre partagée, peut-être. ouais, on voyait une fenêtre où il y avait le PowerPoint qui était juste avant. Il y avait toutes les diapos qui étaient affichées. et si je fais ça? Attendez. Oui, oui, Heu, c'est bon. ouais, là, c'est bon? J'ai marqué une première. Ouais, là, on voit ouais, c'est bon. OK, et là, pareil, si je le mets en grand écran, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ah bah, voilà John Dewey. Donc c'est un pragmatiste, un philosophe des États-Unis, qui a écrit un de ses bouquins qui s'appelle «Le public et ses problèmes» en 1925 et qui a tout un travail, alors il travaille beaucoup en philosophie de l'éducation aussi, en philosophie politique, avec l'idée qu'au fond, la démocratie, c'est un régime qui n'est pas fini, d'accord? Qui est justement un régime qui est tout le temps en mouvement et qu'il ne s'agit pas de se dire: «Bah, ça y est, on est en démocratie», mais bien de se dire, que puisque c'est une démocratie, ça nous donne la possibilité de constamment transformer le monde.
Cette transformation du monde, elle part de la capacité des individus réunis en collectif, c'est-à-dire qu'un nombre X, ça peut être petit ou grand, hein, mais qu'un nombre X de personnes définissent qu'elles rencontrent un même problème dans la société et que ce problème est un problème qui empêche le vivre ensemble. D'accord ? Donc, si des personnes se saisissent de ce problème, elles doivent pouvoir, de manière intentionnelle, mettre en œuvre non seulement une enquête, c'est-à-dire tout ce qui va leur permettre de comprendre pourquoi ce problème existe et quelles seraient en fait les conditions de résolution, pour qu'ensuite on puisse avoir une solution. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y a une base qui est que on est en démocratie, donc on doit pouvoir continuellement remettre en question la manière dont on réussit à réaliser un vivre ensemble. Voilà. Deuxièmement, ça nous demande que ce groupe-là soit en mesure de mener une enquête. Ça voudra dire plein de choses pour nous aujourd'hui au regard du XXIe siècle, mais ça voudra dire par exemple d'avoir accès à des données, notamment des données gouvernementales, territoriales, locales. D'accord ? Donc, de pouvoir mener une enquête et enfin, de pouvoir avoir assez de poids pour que les propositions et les solutions proposées soient mises en œuvre. Vous comprenez bien que dans une telle vision, il faut que les citoyens, d'une part, on leur fasse une grande confiance et d'autre part, qu'ils soient armés. Armés à plusieurs choses. D'abord, à être capable d'identifier ce qu'est une situation de crise, on va dire, de problème de vivre ensemble. Deuxièmement, à mener ces enquêtes. Et troisièmement, à avoir assez de pouvoir, on parlerait aussi d'advocacy, hein, pour pouvoir, enfin, d'empowerment et derrière d'advocacy, pour pouvoir faire entendre sa voix. C'est pour ça que je parlais d'advocacy. Et à partir de cette idée d'intention, hein, c'est-à-dire qu'au fond, les propositions qu'on fait, la manière dont on approche finalement la politique, elle est sous cette forme-là intentionnelle. Et c'est un peu l'idée qu'il y a dans la bibliothèque intentionnelle, c'est de se dire que la bibliothèque a une mission, elle fait face à un certain nombre de crises qui remettent en cause sa mission et pour lesquelles elle va trouver des solutions. Et bien sûr, et évidemment, je dis bien sûr, évidemment, mais pour moi, hein, dans ma manière d'aborder la mission de la bibliothèque, pour moi, la mission de la bibliothèque, c'est d'abord l'émancipation des individus pour qu'ils puissent assurer leur participation active au devenir et au vivre ensemble dans la société. C'est-à-dire, c'est une mission qui est tout à fait politique et même si elle s'exprime par des actions sociales, par des actions éducatives, par des actions de loisirs, tout ce qu'on veut, c'est d'abord une institution politique. Voilà. Donc, pour moi, en fait, la bibliothèque a pour objectif de participer à la possibilité que tout le monde vive ensemble et construise ce monde, cette société dans laquelle on vit. Alors là, en l'occurrence, chez nous, la société française, mais c'est vrai au niveau local aussi, hein, la société à Rouen, j'en sais rien, la société à Bordeaux, moi je suis à Bordeaux. Et il se trouve qu'il y a plusieurs choses qui nous empêchent de faire ça. Voilà. Ou en tout cas, qui, à mon sens, enfin, qui, à mon sens, de ce que j'ai vu sur le terrain, qui ont fait que des bibliothécaires, à plusieurs moments, se sont dit, mais dans cette situation-là de crise et de problèmes rencontrés, nous ne parvenons pas à réaliser notre mission dans les modalités d'action que nous avons à l'heure actuelle. C'est-à-dire que pour réussir à participer à l'émancipation, à la citoyenneté, etc., eh bien, les actions que nous menons actuellement, les services, les collections que nous proposons actuellement, ne nous permettent pas, dans les conditions politiques et sociales actuelles, de réussir cette mission. Et donc, il faut trouver une solution. Et en fait, ce dont je me suis aperçue en faisant ma recherche, c'est qu'il y avait vraiment une intentionnalité comme ça dans le fait de faire de la participation chez tous les collègues qui ont mené des projets participatifs. Et c'était bien loin d'être seulement une autre façon d'agir. C'est bien une façon d'agir parce que nous sommes dans une situation qui met en péril directement le fait de réussir à mener nos missions. Voilà. Il y a un enjeu qui est lié aussi à l'essentialité de la bibliothèque. Alors, je parlais d'une première intention, c'est celle de renouveler les liens sociaux.
Je crois que j'ai que jusqu'à 11 heures, donc il faut que je m'active un peu. Mais donc la première chose, c'est que les bibliothécaires témoignent beaucoup d'un sentiment de devoir agir dans une situation qui est celle d'une crise de la sociabilité. Cette crise-là, on peut l'aborder de deux façons. Soit du point de vue d'une lecture de ce qu'est la sociabilité via Durkheim, et ça c'est très prégnant en France, hein. Cette idée qu'au fond, il y a un groupe social, voilà, le groupe social qui est la société, et que des situations de crise amènent à ce que des gens soient marginaux, exclus de ce groupe social. Le chômage, par exemple, etc. etc. Et qu'il s'agit pour la bibliothèque de participer à ce que les personnes reviennent dans le groupe social. Alors, soit n'en soient jamais exclus, évidemment, soit reviennent dans le groupe social, et c'est évidemment plutôt là-dessus qu'on a tendance à travailler. Et donc là, on a tout cet aspect démocratie sociale qui est hyper importante en France, hein. Vous savez que c'est un des 5 piliers de la Constitution française. Je ne sais pas si vous le savez, mais on est supposé être une démocratie sociale, hein, c'est écrit dans notre Constitution. Et puis, ça va se manifester en bibliothèque par des choses comme l'auto-formation, par exemple. Okay, tout ce qui va être les accompagnements aux personnes à retrouver du travail, typiquement. Voilà. Il y a une autre vision de la sociabilité qui nous vient de Georg Simmel, qui est un Allemand, mais qui a émigré aux États-Unis et qui a eu beaucoup d'influence sur toutes les écoles ethno américaines, et qui est l'idée qu'au fond, la sociabilité, ce sont d'abord des interactions. Ce n'est pas tant finalement un groupe social et des personnes qui potentiellement en sont exclues, mais c'est plutôt des interactions entre des individus. D'accord? Avec l'idée qu'au fond, il y a la société doit permettre ces interactions, et notamment des interactions les plus diverses possibles, parce qu'évidemment, si on a des interactions que dans son propre milieu, évidemment, la sociabilité se retrouve restreinte quand même à un certain monde très fermé, ce qui a été longtemps le cas. Donc, l'ouverture au XXe siècle des institutions, et notamment des bibliothèques, c'était tout un travail sur la proposition d'ouvrir la bibliothèque à ce qu'il s'y passe des interactions qui dépassent de loin celles qui sont proposées par notre groupe social, on va dire. C'est le cas ne serait-ce que même de mettre des ouvrages à disposition, hein. Ça crée déjà des interactions d'idées. Mais il y a aussi, à partir des années 80, vous le savez très bien en France, on a développé le fait qu'il puisse y avoir aussi des interactions entre les individus, et c'est typiquement le cas du développement des animations. D'accord? Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous le savez bien. Donc, les animations ont pour but de faire tout ça. Je parlerai après des limites de tout ça, de est-ce qu'on a réussi ou pas. Le troisième point, c'est qu'en lien avec cette idée d'interaction, c'est aussi développer l'idée que peut-être qu'on avait besoin de quelque chose qui dépasse la notion de capital culturel, de capital financier, de capital économique, si vous voulez, pour que les gens puissent sortir de leur groupe social dans lequel ils sont presque prédéterminés. Et c'est l'idée qu'il y aurait peut-être un capital social à développer. Voilà. Qu'au fond, ça s'apprend et ça s'acquiert de pouvoir interagir avec les autres. Et typiquement, la manière dont s'est développée la notion de troisième lieu, en général et en bibliothèque après en particulier, relève un peu de cette idée qu'il y a un vrai déficit de capital social dans nos sociétés et qu'il faut amplifier des lieux qui vont être des lieux où on va à nouveau réapprendre, en gros, à sortir du lieu que va être la famille, qui est un lieu de relations sociales assez spécifique, ou du lieu du travail, qui est un autre type de relation sociale assez spécifique, qui est hiérarchique aussi, hein, comme la famille, mais sous une autre forme. Et donc arriver à un autre espace
qui va être un lieu où on apprend des relations, des interactions sous d'autres formes. Alors bon, tout ça, c'est super et la bibliothèque a longtemps travaillé dans tous ces aspects-là avec, l'idée que, voilà, on fait de l'auto-formation, ça nous permet d'atteindre notre mission, on fait des animations, ça nous permet d'atteindre notre mission. Le développement, je dirais plus des animations, ce qu'on appelait la bibliothèque 3e lieu, c'est la continuité de ce développement des animations et cetera et cetera. Le problème qu'on a et on rencontre, 2 problèmes majoritaires. Le premier vis-à-vis de tout ce qui est animation et ouverture de la bibliothèque, c'est que jusqu'alors jusqu'à présent, on n'a pas encore eu ni confirmation, ni observation véritablement que les interactions qui se font à la bibliothèque permettent véritablement des interactions entre des personnes qui sont de milieux différents. C'est-à-dire qu'il y a quand même une fréquentation de la bibliothèque qui d'abord est assez, orientée et ensuite qui n'est pas forcément une rencontre entre les personnes. Même s'il y a différentes personnes qui participent aux animations, c'est pas forcément une rencontre entre les personnes. C'est plus complexe que ça. Et même si on a, effectivement des nouveaux regards sur les personnes qui se créent, il y a eu des études là-dessus, parce qu'on sait qu'elles fréquentent la bibliothèque. C'est-à-dire que la bibliothèque donne une sorte de label recommandation. Néanmoins, le fait qu'il y ait toujours des noms publics en gros à la bibliothèque, diminue en fait cette réussite. Et puis de toute façon, on parle d'une certaine crise de la sociabilité à laquelle la bibliothèque n'arrive pas en fait à répondre juste avec les animations. Sur l'auto-formation, on l'a vu beaucoup utilisé en 2008, au moment de la crise économique. On sait très bien que ce n'est pas la bibliothèque qui va résoudre les problèmes économiques et donc il y a une sorte de problématique ici qui est celle de pourquoi orienter, nos actions sur le fait de rejoindre finalement le groupe social, alors même que, cette modalité d'être du groupe social, qui est, soyons clairs, hein, très capitaliste, voilà, dans une forme aussi de représentation de ce que c'est que la réussite, n'est pas forcément, la seule manière d'évoluer dans le monde et ça pose quand même un certain nombre de questions. En tout cas, ça pose des questions aux collègues des années 2010 qui se disent: «Mais, tout ça en fait, fait des conditions où ce que nous offrions jusque-là ne suffit plus en fait, pour qu'on arrive à résoudre notre équation de base qui est en gros émancipation, citoyenneté, participation des citoyens». Et donc, ils vont, proposer des, solutions participatives sous la forme, plutôt de ce que je vais appeler des échanges de savoir. C'est-à-dire que, au fond, l'idée qu'il ne s'agit pas seulement d'acquérir des compétences pour devenir, comment dire? Un nouveau membre du groupe social, il s'agit aussi, de pouvoir mettre en évidence, qu'on est soi-même porteur de savoir, qu'on a une place déjà dans la société et que par ce savoir qu'on va partager, on va rentrer du coup directement en relation avec d'autres. Ce qui est tout à fait différent de quand moi, par exemple, je suis en train de parler et que vous êtes tous, en face de moi à m'écouter. C'est beaucoup plus difficile de rentrer en contact les uns avec les autres entre vous. C'est presque plus facile de rentrer en contact avec moi, parce que, bah, je parle et puis à la fin, on peut discuter ensemble directement. Entre 2 personnes qui sont dans la salle là et qui ne se connaissent pas, le fait que je parle n'apporte rien, quoi. Voilà. En revanche, si c'est un de vous qui parle, puis après l'autre personne qui parle et cetera et qui va donner sa propre expérience de participation, par exemple, alors là, l'échange de savoir se fait totalement autrement et on a une autre forme d'interaction qui se met en œuvre. Alors c'est typiquement, ce qui a été expérimenté. Alors je vais donner, exprès que des exemples de la bibliothèque municipale de Lyon parce que c'est là que j'ai fait mon terrain, mais en vrai des exemples j'en ai plein. Mais je vais prendre ceux-là parce que, c'est plus simple pour moi et puis, ça donne une sorte d'homogénéité. À la bibliothèque municipale de Lyon, pendant le programme démocratie, que j'ai observé pendant donc, presque 3 ans, enfin 2 ans et demi. Il y avait, donc c'est un programme de près de 80 actions sur, 3 mois, dont, 50 étaient participatives. Et parmi celles-ci, par exemple, il y avait la foire au savoir qui est véritablement une foire où les gens s'inscrivent en disant: «Bah, moi, je voudrais parler d'astronomie».
Moi, je voudrais parler de cinéma, moi, je voudrais parler de ça. Soit parce que les gens, c'est leur spécialité, c'est-à-dire que c'est leur métier, par exemple, soit parce que c'est leur hobby, voilà, donc c'est un peu ce qu'on appelait des amateurs éclairés pendant un temps, soit parce qu'ils l'ont découvert depuis pas longtemps, ils ont une sorte de passion et d'ambition de continuer à, non seulement à progresser là-dedans, mais aussi d'embarquer avec eux d'autres personnes. Donc les gens s'inscrivent et puis ensuite ils font des présentations devant d'autres usagers, ce qui donne une capacité, si vous voulez, à chaque individu qui parle de gagner en capital social, évidemment, mais aussi de transmettre du savoir et d'acquérir une nouvelle place. Et puis à ceux qui écoutent, d'apprendre des choses, de continuer à être dans l'apprentissage, mais aussi de se dire que cette place-là, ils peuvent la prendre en fait. Le fait d'avoir des savoirs n'est pas réservé à une sorte d'élite qui viendrait dispenser son savoir. Dans l'Odyssée des langues, c'est un peu pareil, c'est tout un travail autour. C'est dans un quartier où il y a pas mal de nationalités différentes, on va dire, d'origines différentes selon les personnes, et du coup, beaucoup de langues différentes qui sont parlées. Et l'idée, c'est de retravailler, je dirais, avec les personnes pour la valorisation de ces langues à travers la lecture voilà, de poèmes, je ne sais pas, voilà, des actions comme ça, qui vont montrer aussi que les personnes ont une connaissance à travers leur langue, une connaissance de savoir à travers la maîtrise de leur langue, qui dépasse de loin le fait d'être capable de commander au restaurant, d'accord? Et que cet ensemble de culture qui est transmissible, en fait, c'est un savoir, c'est une chose dont les gens peuvent être fiers et dont chacun d'entre nous peut avoir aussi à cœur de découvrir. Cela dit, tout ça pose un certain nombre de questions. La première question que ça pose, et je vais assez vite, mais encore une fois, si vous avez le temps, il y a 400 pages qui vous attendent en ligne. La première question que ça pose, c'est quel type de reconnaissance se fait quand je viens à la bibliothèque et que je vais échanger mes savoirs. Voilà. Parce que le problème, c'est que la bibliothèque, souvent, en fait, mes étudiantes tout particulièrement, me disent la bibliothèque, c'est génial parce que c'est un peu un microcosme de la société, etc. Oui, mais enfin, le problème, peut-être, de ce microcosme de la société, c'est qu'il est quand même restreint à la bibliothèque. Et ce n'est pas a priori parce qu'on est reconnu à la bibliothèque comme Micheline, la spécialiste du cinéma d'avant-garde des années 70 en Roumanie, qu'on acquiert une certaine reconnaissance dans la société en général. Néanmoins, il n'y a pas de petits pas. Simplement, il ne faut pas non plus penser que ça sauve les personnes, quoi. Voilà, il faut toujours quand même rester dans l'idée que la bibliothèque participe à l'empowerment ou l'encapacitation des personnes, c'est-à-dire à leur capacité à obtenir plus de pouvoir dans la société parce que, se sentant reconnue, elle peut se faire plus entendre. Mais néanmoins, c'est comme une forme d'apprentissage de cet empowerment à la bibliothèque, mais qui est tout de même très important parce qu'il ne faut jamais oublier que ce qui est plus important, enfin pour moi, le plus important dans la bibliothèque, c'est pas tant en fait qu'elles soient un microcosme de la société, c'est-à-dire que c'est diverses personnes, etc., et qu'on y traite de tout, c'est plutôt le fait que c'est une institution. Il ne faut jamais minorer, je dirais, le poids de cette représentation symbolique qu'est la bibliothèque. Et dès lors qu'une institution publique vous donne la parole, c'est comme si l'État vous donnait la parole. D'accord? Et donc, il faut vraiment avoir à cœur de penser à ça. Toutes ces petites actions sont des petites actions de reconnaissance, mais symboliquement, elles sont importantes. Voilà. Le deuxième problème, c'est qu'il y a un énorme travail à faire de représentation, parce que, évidemment, il faut être très attentif à qui vont être les personnes qui vont prendre la parole. C'est-à-dire que si en gros vous donnez la parole qu'à des personnes blanches, ça pose question. Si vous donnez la parole qu'à des grands-mères, ça pose question. Si vous donnez la parole qu'à des enfants, ça pose question, etc. Et le problème, c'est que vous n'avez pas forcément une grande diversité de gens qui veulent prendre la parole. Et donc le problème tourne un peu en boucle par rapport au problème initial de l'animation. C'est que de toute façon, je pense que la bibliothèque a un gros travail à faire pour qu'elle puisse élargir véritablement ses publics. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut arrêter de parler de public, il faut s'intéresser aux habitants, qu'ils soient ou non fréquentants de la bibliothèque. Voilà, on y reviendra après. Dernier point, ça pose quand même question tout ça parce que ces actions sont des actions d'abord individuelles. Dans ces actions de participation qu'on a pu voir dans les bibliothèques, ce type d'échange de savoir sont très souvent des actions individuelles. Et alors, ce n'est pas le cas partout, mais et c'est intéressant
dit, du point de vue de la reconnaissance. C'est moins intéressant, du coup, du point de vue du sentiment d'appartenance et finalement de faire glisser ce capital social, pas seulement sur une interaction qui serait individuelle, mais quelque chose qui serait vraiment au milieu, au rassemblement de ce que je vous ai dit à propos de Durkheim et de Simmel, c'est-à-dire une interaction qui permet à un groupe social d'exister. Et peut-être justement de contrebalancer cette idée qu'il y a un groupe social et puis derrière les dominants et puis les exclus, mais vraiment de construire un groupe social qui est constamment en transformation, hein, un peu à l'image de ce que devrait être la démocratie. Et cette idée de collectif-là, elle ne se réalise pas vraiment là-dedans, à moins que l'échange de savoir se fasse aussi de manière collective. Et ça, on le voit dans plusieurs lieux. Je pense notamment à la bibliothèque de l'Orbidique ou à d'autres bibliothèques comme au Champ Libre, par exemple, qui sont des bibliothèques qui ont lancé vraiment la possibilité pour les personnes de venir échanger leur savoir sous forme de groupe, quoi. Voilà. Et donc, on a des groupes dans lesquels il y a des gens qui ont des savoirs, qui échangent entre eux et qui produisent des choses. Voilà. Donc ça, c'est assez important. D'autres termes, cette bibliothèque-là, c'est ce que j'appelle une bibliothèque de convivialité, c'est-à-dire qui incarne une démocratie qui est peut-être plus sociable que sociale, qui est amenée à développer son rôle d'animation autour des pratiques participatives, autour de l'échange de savoir, hein. Et ça fait aussi d'une bibliothèque qui est plutôt un lieu culturel qu'une institution culturelle. Et il faut faire attention à ça, puisque comme je vous l'ai dit, il est vraiment important que la notion d'institution reste en œuvre. D'une part, parce qu'elle permet cette symbolique, en fait, de la transmission de pouvoir. Et d'autre part, parce que l'institution apporte aussi cette idée qu'il y a une dimension collective de la participation qui est à pousser. Et qui d'ailleurs est au cœur du modèle de troisième lieu et qui est rarement en vérité mise en œuvre. Alors, la deuxième intention, c'est de favoriser l'identité territoriale. Là, c'est plutôt la question de la crise de la représentation. En fait, je vais aller assez vite, mais avec la décentralisation en France, donc depuis maintenant pas mal d'années, d'autant que ces questions-là ont commencé dès les années 60 hein, avec De Gaulle. Donc, toute la question de la décentralisation a amené plusieurs considérations. La première, c'était vraiment l'idée qu'il fallait s'intéresser au territoire, donc au local, quoi, avec les différents niveaux de structure, etc., que vous connaissez et qui ne cessent de changer. Je ne sais pas si vous avez connu plusieurs niveaux d'union, je dirais, et de rassemblement de villes et de villages, etc. Donc, on était d'abord sur des municipalités, puis des intercos, etc. etc. On travaille beaucoup sur des réseaux hein, aujourd'hui. Mais du coup, ça fait fluctuer constamment ce que c'est que l'identité qui est rattachée, l'identité territoriale, si vous voulez, qui se rattache aux institutions qui la portent et qui mettent en œuvre des politiques publiques hein, sur ce territoire. La deuxième chose, c'est que ça a exacerbé le fait pour les bibliothèques françaises, historiquement, de se de se considérer comme un service territorial. Ça n'a pas toujours été le cas. C'était un service qui était posé dans une ville, mais de là à ce que ce soit un service territorial, c'était encore une autre dimension et qui, à partir vraiment des années 80 et 90, où la décentralisation a été mise en œuvre, il a bien fallu pour les municipalités, pour les bibliothèques, qu'elles se considèrent comme un service territorial, et c'est-à-dire qu'elles apprennent à véritablement travailler avec la municipalité, avec les services municipaux. Ça a orienté la bibliothèque beaucoup vers ça fait glisser la bibliothèque beaucoup vers le management territorial, peut-être que plus que vers d'autres considérations. La deuxième chose, c'est que tout le développement de la décentralisation est parallèle, parce que c'est inscrit hein, dans la décentralisation, à l'idée de développement d'une démocratie de proximité. C'est un peu l'idée dans la décentralisation, hein, c'est d'avoir une démocratie qui est de plus en plus de proximité, mais ça s'est développé complètement avec l'idée de voir où se passe la participation. C'est vraiment inscrit dans les textes, etc., et c'est dans l'histoire de la décentralisation, avec plusieurs questionnements. Notamment autour, bon, bien sûr, des responsabilités, voilà, ça d'accord, mais aussi donc, autour de l'identité,
comme je disais, de qu'est-ce que c'est qu'un territoire. Si on me parle de démocratie de proximité, puis qu'après on me dit maintenant on va faire une interco avec 70 petites villes, petits villages, d'un coup la question de la proximité est à repositionner. La deuxième chose, c'est que ça a orienté beaucoup les bibliothèques vers la question de la mémoire. Dans les années 80, on a vu se développer beaucoup les fonds locaux, etc. Et puis, enfin, tout ce qui est collection locale, c'est ce que je disais, voilà, les fonds locaux. Le problème de tout ça, c'est que c'est évidemment pas, vous le savez comme moi, les fonds locaux qui font l'identité d'un territoire. Ça n'est pas suffisant. D'abord parce que ça intéresse un certain type de personnes, c'est-à-dire les personnes qui ont une certaine appétence pour les historiques et généalogiques, mais pas forcément pour ceux qui ont l'impression que l'identité n'est pas seulement historique. L'identité, elle est aussi en train de se faire et en train de se construire. Et puis par ailleurs, les collections locales sont aussi très marquées par ce qui a, je dirais, été patrimonialisé, ce qui a été reconnu comme relevant du patrimoine, et moins par tout ce qui est resté oral. Okay, donc, des traditions orales, et aussi moins par tout ce qui a pénétré ensuite du fait des flux de population, notamment de l'immigration, donc des nouvelles cultures qui se sont installées sur un territoire et qui ont un rôle sur l'identité locale, mais qui ne sont pas visibles dans les collections locales, notamment parce que soit elles relèvent de traditions orales, pas par les personnes, mais simplement que leur inscription dans le territoire n'a pas donné lieu à de l'édition, ou alors parce qu'elle n'est pas très vieille, cette inscription dans le territoire, ou pour plein de raisons qui font qu'en fait, il n'y a pas de trace dans la bibliothèque de cette identité-là. Tout ça qui a amené les bibliothécaires à se dire qu'il y avait peut-être quelque chose qui était à repenser pour à la fois se situer comme un outil de démocratie de proximité, c'est-à-dire qui va refléter le territoire, et à la fois un outil qui est vraiment au service des politiques publiques locales. Et que là, la bibliothèque, à l'heure actuelle, avec ses fonds locaux, mais ses fonds tout court, avec les services qu'elle propose, en fait, elle n'a pas de réponse à ça. Voilà. Et que pour ça, l'idée, la solution participative, ce sont les échanges d'idées. Alors, les échanges d'idées, c'est quoi? C'est tous les échanges, la participation qui se fait autour de je dirais la construction collective de services, d'espaces, etc. Tout ce pourquoi on va demander aux personnes de donner leurs idées, finalement, leurs opinions, etc. Donc, tout ce qui va être consultation, typiquement. Des exemples typiques de la BML et du projet démocratie, c'est monter le son, les acquisitions collaboratives autour d'une discothèque. Ça va être aussi une conférence participative à Gerland autour de la construction d'une bibliothèque, en vue de déterminer des services pour la nouvelle bibliothèque. Mais des exemples, on en a plein. Ça va être toutes les consultations qui sont faites dans des bibliothèques pour une nouvelle construction de bibliothèque. Ça va être, il y a encore pas très longtemps, là, il y a une bibliothèque qui m'a parlé de ça, qui faisait une grande consultation auprès des habitants pour savoir ce qu'ils aimeraient avoir dans la future bibliothèque. D'accord? Ce genre de choses. Je vais vous en parler après. Donc il y a tout un ensemble comme ça d'actions qui relèvent comme ça de cette interrogation que va faire la bibliothèque à ce que les personnes donnent leur avis pour que le service territorial qui soit construit, qui est la bibliothèque, les formes qu'elle va prendre, cette bibliothèque, qu'elle soit déjà construite ou pas, dans son évolution, donc que les formes que ce service territorial qu'est la bibliothèque va prendre soient des formes qui soient véritablement le reflet des personnes qui habitent ce territoire. On est plus tant sur les usagers que sur les habitants. Bon, il y a plein de formes de ce type de participation, mais je vais un peu vite. Alors, ça pose un certain nombre de questions. Comme je l'ai dit, on a du mal à voir sur un territoire parfois des cultures qui sont diverses. Enfin, on a du mal à le voir. Elles existent, simplement on s'y arrête assez peu. C'est la question des droits culturels, au fond, de est-ce qu'on connaît assez bien notre territoire pour donner une visibilité à toutes les cultures qui s'y expriment et tous les types de cultures qui s'y expriment. Et donc là, il y a tout un travail à faire qui dépasse de loin la question de la participation, qui est de plus en plus prégnant, et que si on veut faire aujourd'hui de la participation, notamment dans ce type de reflet de territoire, etc., il me semble qu'il faut faire vraiment attention à cette question aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que, évidemment, ça pose des tas de questions du point de vue des expertises.
Alors typiquement, c'est une question qui me revient hyper souvent, mais des gens me disent: «Bah, nous, on a fait une consultation et les gens, ils nous ont dit qu'ils voulaient des mangas, mais ça fait 20 ans qu'on en a des mangas». Voilà, c'est typiquement le genre de truc qui ressort. Le nombre de bibliothèques qui m'a raconté ça devient un gag, un running gag. Hem, je connais une seule consultation qui a été vraiment, je dirais, à la fois bénéfique et vraiment grandiose. C'est celle qui a été faite à Aarhus au Danemark, je sais plus, Aarhus ou un truc comme ça, au Danemark. Hem dans cette ville, et je dis bien dans cette ville, il y avait un port et le port était plus ou moins abandonné et il y avait l'idée d'en faire quelque chose pour la ville. Et donc il y a eu une consultation auprès des habitants, pendant plus de 5 ans. Et cette consultation, elle était pas: «Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sur le port?» C'était pas ça la question. La consultation, elle était, de demander aux gens comment ils voyaient la vie, sur cette ville d'Aarhus. Quels étaient les enjeux? Quelles étaient les valeurs qu'ils voulaient mettre en œuvre, qu'ils pensaient être importantes? Qu'est-ce qui faisait qu'on vivait bien à Aarhus? Qu'est-ce qui faisait qu'on vivait en bonne intelligence les uns avec les autres, et cetera, et cetera. Tout un ensemble de questions et notamment, de ces consultations qui ont été faites avec plein de gens différents, qui ont été faites dans des écoles, dans des quartiers, dans des musées, dans des bibliothèques, dans la ville, et cetera, et cetera. De tout cet ensemble de travail qui était énorme. Après, les bibliothécaires s'en sont saisis pour construire le projet de bibliothèque. Et là, il y a une super bibliothèque qui existe à Aarhus, qui s'appelle Docken. Vous connaissez Doc One, si vous voulez, Doc 1. Doc comme le doc, le quai, quoi. Et cette bibliothèque, elle a été construite là. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on n'a pas dit aux gens: «Qu'est-ce que vous voulez que dans la bibliothèque?» «Je veux des mangas». On a dit aux gens: «Qu'est-ce que vous voulez pour qu'on vive bien ensemble?» Les gens ont dit: «Bah, il faudrait qu'on puisse, avoir des espaces, je sais pas, sécurisants. Il faudrait qu'on puisse avoir des réponses à tout ce qui nous intéresse, en un seul lieu. Il faudrait que» et cetera, et cetera. Et les bibliothécaires ou alors des réponses du type, «Ce qui me paraît important, c'est de pouvoir rencontrer des gens différents. Ce qui me paraît important pour mes enfants, c'est qu'ils puissent, travailler leur créativité, et cetera, et cetera». Et à partir de là, la bibliothèque a dit enfin les bibliothécaires avec leur expertise ont dit: «Bon bah ça, nous, en bibliothèque, comment on peut répondre à cette question-là, de la créativité des enfants, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut inventer d'un point de vue bibliothéconomique?» Et à partir de là, ils ont construit leur bibliothèque. Donc, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, vous pouvez faire des enquêtes du type: «Qu'est-ce que vous voulez dans votre bibliothèque?» mais je vous le dis tout de suite, vous n'en tirerez pas grand-chose. En revanche, si vous faites des enquêtes, et vous n'avez pas besoin de faire ça pendant 5 ans, évidemment, mais si vous faites des enquêtes où vous demandez aux gens: «Qu'est-ce qui est important pour vous, pour vivre aujourd'hui sur, la ville de machin?» Et donc évidemment, ça se travaille pas tout seul, hein. On est bien sûr dans une perspective territoriale, ça se travaille avec les autres services. Mais qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui dans la ville de je ne sais pas quoi? Et à partir de là, vous dire: «Mais qu'est-ce que j'en fais moi? Comment je transforme ça en expertise bibliothéconomique? Avec mon expertise bibliothéconomique, comment je transforme ça en projet?» Après, sur d'autres choses, comme par exemple les acquisitions collaboratives, on est sur des formes un peu différentes, où là, on s'appuie vraiment sur l'expertise des gens. Par exemple, pour monter le son, les bibliothécaires n'étaient pas des discothécaires et les gens qui sont venus étaient tous des spécialistes de musique. Il y avait, un ado qui était fan de la musique rock des années 60, il y avait une femme qui est d'une quarantaine d'années qui était fan d'opéra, et cetera, des gens très différents qui s'intéressaient à des choses très différentes et parfois assez originales. La personne qui était fan de hip-hop, c'était pas le gamin de 16 ans, au contraire, et cetera, et cetera. Bon. Et donc, c'était ces personnes-là qui avaient une expertise. Et néanmoins, les bibliothécaires leur transmettaient des expertises, et notamment les expertises de qu'est-ce que c'est qu'un service territorial, notamment en termes de budget. Comment ça fonctionne un budget? Comment ça fonctionne des achats? Je ne vais pas acheter mes trucs n'importe où, et cetera. Je ne vais pas les acheter à n'importe quel moment. Comment ça marche les validations, et cetera. Et donc, il y a un transfert de compétences qui est hyper intéressant là-dedans, qui est aussi celui de transférer des compétences de ce que c'est que finalement un service public. Et puis, non seulement comment ça marche, mais surtout pourquoi ça marche comme ça. Parce que pourquoi ça marche comme ça? Bah, c'est parce qu'en fait, on répond aussi à des valeurs. On ne va pas mettre tout un rayon années 60. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, ça ne va pas répondre à notre mission, qui est celle d'ouvrir les yeux des gens à des choses qu'ils ne connaissent pas
à la fois l'émerveillement, la découverte, et puis sortir justement de chacun de son milieu, de ce à quoi on pourrait penser être assigné. Et donc, ce qu'on transmet dans ce genre de projet, c'est non seulement des compétences de qu'est-ce qu'un service public, mais aussi une idée des valeurs, en fait, qui nous meuvent, nous, en tant que bibliothécaires, et qui font qu'on a choisi ce métier en général. Et ça, c'est hyper important. Et dans ce processus, alors évidemment, il y a tout plein d'enjeux au niveau de la décision, hein. Il ne s'agit pas que les usagers décident, il s'agit aussi de déterminer à l'avance et parfois collectivement où se font les niveaux de décision. D'ailleurs, c'est très très rare qu'en bibliothèque, les participants aient un vrai droit à la décision, d'accord? Mais néanmoins, tout ça, ça se travaille. Il y a des collègues qui ont mis en place des chartes de participation pour définir dès le départ où était la décision. Je pourrais vous en parler longtemps, mais là, je voudrais surtout me revenir sur un truc, c'est que tout cet apprentissage finalement, de définir soit dans la consultation ce à quoi j'aspire sur mon territoire et de le dire et d'être entendu, soit celui de découvrir ce que c'est au fond un service public, tout ça participe de cette incapacitation dont je parlais tout à l'heure, de cet empowerment, qui est de donner aux personnes en fait de meilleures capacités à pouvoir intervenir et participer dans la société. Et elles le font au niveau de la bibliothèque, et si elles le font au niveau de la bibliothèque, elles pourront le faire ailleurs. Donc, en gros, c'est une bibliothèque en capacitation qui incarne une démocratie territoriale, etc. Le seul risque, en fait, c'est qu'elle soit peut-être vue, du coup, plutôt comme une institution qu'une institution culturelle, et qu'elle se retrouve souvent réduite, et notamment au regard de la mairie, comme un simple lieu d'expérimentation de la participation. Pour ça, je veux dire, faites attention un peu à parfois quand on trouve que c'est chouette que la bibliothèque fasse des Fab Labs, soit des tiers-lieux, maintenant on parle plus de troisième lieu, mais de tiers-lieux, etc. Parce qu'il y a quand même un risque à ce qu'on nous demande finalement d'être des lieux d'animation de la citoyenneté, et qu'on ne fasse pas le lien avec les questions culturelles, ce qui poserait quand même un peu souci. La troisième intention, c'est de favoriser le débat démocratique. Là, alors, la crise du débat démocratique, je pense que je ne vais pas trop en parler parce que je pense que vous voyez bien de quoi je veux parler, ce qui nous pose plein de questions en termes de liberté d'expression, hein. Notamment, nous, on a un enjeu clair, c'est le pluralisme des collections, mais on le sait, y compris que nous-mêmes, ce n'est pas évident à mettre en œuvre, et puis que ça fait l'objet de débats, et parfois un peu violents, avec les usagers. Mais il n'y a pas que ça dans le débat démocratique, il y a aussi la possibilité d'entrer en débat et de faire naître ce que David Lang s'appelle des conversations, en fait. Et puis, il n'y a pas seulement la question de pouvoir entrer en débat, c'est-à-dire de pouvoir prendre la parole, il y a aussi la question de ce à quoi cette parole engage, d'accord? C'est-à-dire l'engagement qu'on peut prendre. Et les bibliothèques ont toujours eu une sorte de schizophrénie autour de la neutralité et de l'engagement, avec à la fois une histoire profondément marquée par un militantisme, notamment de la lecture publique, etc., et une profonde inquiétude que moi je relie aussi à cette question de la décentralisation et au fait de devenir un service territorial, à rester neutre. Soit parce qu'on a connu des épisodes où on nous a imposé des choses, soit parce que on voudrait surtout pas avoir l'air d'avoir une quelconque idée politique. Et la question de la Tu restes 10 minutes, hein, Raphaël. La question de la neutralité est forcément complexe, et elle est évidemment tout le temps rencontrée autour des questions de pluralisme des collections et des échanges, etc. Et ça, les bibliothèques, voilà, on rencontre des véritables difficultés autour de ça, on ne va pas m'étendre, mais qui font qu'à un moment donné, tout cet ensemble de problèmes les a amenés à s'intéresser à une autre type de solution qui est les échanges d'opinion. Alors, les échanges d'opinion, c'est quoi? C'est typiquement des actions qu'on va mettre en place pour que les habitants puissent donner leurs opinions, c'est-à-dire puissent participer au débat démocratique, et que ça se fasse dans la bibliothèque. Donc, j'ai mis un exemple d'une bibliothèque vivante, où les gens donnent voilà, leur regard sur le monde, en fait, hein, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Porteur de parole, c'est une manifestation à la BML où les bibliothécaires demandaient autour d'une question, par exemple, peut-on vivre ensemble sans parler la même langue, aux gens dans la rue ce qu'ils en pensaient, et ils inscrivaient ça sur des grands panneaux, et ça faisait une immense... Enfin, c'était impressionnant, dans l'espace public, une immense représentation de tout ça. Lily Lucas, c'est un atelier mené avec des enfants autour des questions de démocratie, et la chanteuse Lily Lucas
a gardé un certain nombre de phrases à partir desquelles elle a créé des chansons et elle a donné un concert à l'ABM de Lyon à partir de ces mots-là. Alors, évidemment, tout ça pose plein de questions. La première, c'est la complexité de la prise de parole. Il ne suffit pas de dire aux gens « venez à la bibliothèque, on peut s'exprimer » pour que les gens s'expriment. Il y a plein de choses qui sont des contraintes à ce que les personnes puissent s'exprimer. La première, déjà, c'est la langue. La deuxième, c'est le niveau de langue. La troisième, c'est tout ce qui va être les disqualifications de la prise de parole, parce que, par exemple, la personne va s'emporter, elle va parler avec émotion, etc. Ou alors une disqualification parce qu'on trouve que ce n'est pas au niveau de ce qui était attendu. Genre, la personne va dire, moi, dans mon expérience, chez moi, par exemple, je fais des pancakes comme ça, et les gens vont dire, oui, et alors, c'est anecdotique. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui font qu'on a beaucoup de restrictions et de disqualifications à la prise de parole, et que la bibliothèque doit apprendre à travailler là-dessus pour permettre qu'une grande variété de personnes puissent s'exprimer. La deuxième, c'est que forcément, si on donne la parole aux gens, il y a potentiellement du conflit qui peut s'exprimer. Et là, comme je dois aller très vite, peut-être simplement dire que le conflit, ce n'est pas un problème, en fait. La démocratie, c'est l'idée quand même qu'il y a de la polémique, en fait. Ce n'est pas un problème qu'il y ait de la polémique. La question, c'est comment on gère ça, comment ça s'exprime, quelle place on donne à cette polémique qui, encore une fois, n'est pas l'idée de guerre, hein, mais qui est vraiment plutôt l'idée de conflit d'idées, voilà, et qui ne peut être que nourrissant, en fait. Voilà. Et la troisième chose, c'est que forcément, exposer des idées, c'est aussi s'exposer. Donc, il y a un enjeu fort à faire reconnaître le rôle politique de la bibliothèque. Je vous donne un exemple. Porteur de parole, cette animation a été vraiment génialissime. Et même le maire adjoint, l'adjoint au maire, qui était l'adjoint à la culture aussi, a trouvé ça super. Il est venu voir, il a trouvé ça super, etc. Et quelques mois après l'événement, il fallait des photos pour parler de l'événement dans le journal de la mairie. Et pour parler de démocratie, ils ont mis une photo de porteur de parole. Et une des questions qui avait été posées à porteur de parole où les gens pouvaient donner leur avis, c'était sur est-ce qu'on nous donne les bonnes infos ou un truc comme ça, enfin, quelque chose sur l'information et la circulation de l'information. Et donc, la photo arrive à la mairie pour le document et la mairie dit non, on ne va pas mettre cette photo. Et là, les bibliothécaires disent mais pourquoi on ne mettrait pas cette photo? L'événement a été génial, ça a super bien marché. Est-ce qu'en gros, il y a une crainte parce que dedans, il y a des gens qui disent peut-être la mairie ne nous donne pas toutes les infos ou quoi, j'en sais rien. Et la mairie dit non, mais simplement, ça a l'air de dire, en gros, hein, je vous la fais en rapide parce que c'est une observation de terrain, tout ça, mais qu'au fond, reconnaître en fait que la bibliothèque joue un rôle dans les expressions d'idées, c'est aussi reconnaître que la bibliothèque peut institutionnaliser ces idées-là. Et ça pose quand même question. La bibliothèque n'est pas reconnue comme institutionnalisante. C'est une institution, mais qui n'est pas institutionnalisante, qui est toujours considérée comme relativement anecdotique en vérité, même si ça nous fait mal. Et donc, là, tout un travail à mener là-dessus. Donc, ça, c'est une bibliothèque qui est plutôt d'engagement, qui incarne une démocratie de l'information qui circule, si vous voulez. C'est de la diffusion des savoirs, qu'ils soient experts ou profanes, etc. C'est aussi tout ce qu'on va appeler une mise en visibilité des vies singulières. Mais, à contrario, c'est aussi que la bibliothèque se propose alors d'être surtout un espace public, ce qui moi me convient très bien, mais peut-être au détriment de ce qui est aussi une institution publique. Et ce qui fait que régulièrement, elle est rattrapée par ça et on l'empêche d'aller au bout de ce projet d'agora renouvelé. Donc il y a un moyen terme à trouver pour rester, pour faire de l'institution publique un espace public et que ce soit bien en tant qu'institution aussi qu'on crée cet espace public. Là, il y a tout un travail à mener sur les autorités, mais qui justement, au travers de tout ce dont j'ai parlé, à chaque fois, il manquait quelque chose en fait dans ces réalisations pour qu'on puisse aller au bout du projet. Et j'ai considéré que ce qui manquait, c'est qu'au fond, il n'y avait jamais d'utilisation des traces de la participation. Que la plupart de ce qui est produit, c'est-à-dire quand les gens viennent échanger leur savoir, quand les gens viennent partager leur expertise pour construire des choses collectivement, etc. Quand les gens viennent débattre, etc., voilà, sous toutes les formes dont j'ai parlé, ça ne devient rien à la bibliothèque. Je vais donner un exemple. Dans une des bibliothèques, il y a eu un travail de fait sur une carte collaborative en ligne sur les mémoires lesbiennes et féministes de Lyon.
un super boulot. Les gens sont venus, des femmes surtout, sont venus avec des tracts, des photos, des trucs de l'époque. Ça fait une belle carte collaborative. Cette carte collaborative qui a été construite à la bibliothèque, à l'initiative de la bibliothèque et d'une asso, avec les habitants, etc., qui est vraiment une image même de la participation, qui s'appuie sur OpenStreetMap. Enfin, voilà, on est vraiment sur du participatif de A à Z. Cette carte n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'elle est introuvable. La bibliothèque ne donne pas accès. Donc, on est vraiment sur la disparition, finalement, de tout ce qui pourrait faire un savoir commun. Tout ce qui est bien commun, finalement, va être réduit à ce qui a déjà passé un certain nombre d'étapes de validation et de légitimation qui sont celles de l'édition, en gros. Mais dès lors qu'en fait, c'est créé par les habitants, la question de la légitimité, en fait, elle est repositionnée pour plein de questions, je vais dire après, et qui font que plutôt que d'en faire des savoirs communs, on en fait des anecdotes de savoir, quoi. Voilà. Ce qui, moi, évidemment, me pose problème. Pour ça, moi, j'ai inventé un concept que j'appelle l'hospitalité documentaire et qui est le fait, justement, de se dire, au fond, si on veut aller au bout de ce projet participatif, il faudrait qu'on accueille au sein de la bibliothèque ces savoirs, non pas seulement du point de vue de l'événement, c'est-à-dire une animation où je vais parler, je vais dire là, mais aussi de se poser de la question de comment cet événement, qui est forcément déviant par rapport à ce qu'on a l'habitude de proposer, peut trouver sa place dans la maison des savoirs que nous sommes, et notamment dans la maison des savoirs communs. Il y a plusieurs projets qui travaillent là-dessus. La BM de Languidic, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait un vrai travail collectif autour du savoir, tout ce que produisent les groupes est intégré dans le catalogue. Alors ça, pour moi, c'est ma bibliothèque favorite, parce que c'est hyper intéressant l'idée que quand je me promène dans le catalogue, je vais trouver aussi bien des choses, par exemple, sur le zéro déchet, parce qu'ils ont un groupe, des bouquins sur le zéro déchet, que les productions de ce groupe sur le zéro déchet. Puis moi, j'ai un projet de recherche européen qu'on a fini maintenant, qui s'appelait Placed, et qu'on continue maintenant sous un autre nom qui s'appelle Chronicle, qui est sur justement la mise à disposition d'un dialogue entre des savoirs profanes et experts dans et hors de la bibliothèque. Évidemment, tout ça, ça pose un certain nombre de questions, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on légitime exactement? Quel niveau, est-ce qu'on a des niveaux de légitimation? Est-ce que tout est prêt à légitimation et d'une certaine manière à patrimonialisation? Voilà. Et notamment, ça nous oblige à nous ouvrir aussi à d'autres formes d'intelligibilité du monde qui ne sont pas forcément celles auxquelles on est habitué. Ça, c'est directement à voir avec les droits culturels. La deuxième chose, c'est que tout le monde ne produit pas les productions informationnelles ont des formes très différentes et il s'agit aussi de se demander comment on fait le lien, comment on fait dialoguer ces différentes productions informationnelles. Encore une fois, c'est une question de catalogue, finalement. La troisième chose, et c'est encore une question de catalogue, mais je crois que vraiment, en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai à peu près jamais catalogué dans ma vie, mais je crois qu'il y a un vrai enjeu à reconsidérer la manière dont on participe, en fait, et pas seulement la manière dont les gens participent. Et la manière dont on participe, c'est nos collections, c'est nos services, mais c'est aussi nos catalogues, c'est-à-dire notre capacité à donner sens, en fait, à l'ensemble des savoirs qu'on propose à la société pour justement que la démocratie continue à être ce qu'elle est, c'est-à-dire un régime dans lequel on peut continuer à transformer le monde, quoi. Voilà. Je vais vite parce qu'il me reste 1 minute, je crois. Du coup, mon objectif, c'est une bibliothèque qui serait hospitalière, qui va incarner une démocratie qui est lucide sur son histoire, sur ses troubles, etc., qui assume un rôle de passerelle entre les savoirs de nature et de sources différentes, et ça dans l'espace physique ou dans l'espace public numérique, et puis du coup, qui est une institution publique qui est forcément subversive et qui met ses compétences techniques et son expertise au service d'une transformation volontaire de la société. Voilà, tout ça, ça fait quoi? C'est-à-dire que ça nous permet de passer d'une bibliothèque participative à ce que je vais appeler une bibliothèque qui est attentionnée, attentive, soucieuse, une bibliothèque qui est dans son présent, sur son territoire avec sa communauté, en d'autres termes, une bibliothèque participante. Voilà. Et j'ai fini, et il est pile 11 heures. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'essaye de revenir vers vous, si je vous retrouve. Voilà, je vous ai retrouvé. On va avoir le temps pour 2-3 questions maximum. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout le monde veut aller faire une pause. J'ai remarqué que j'ai souvent pas de questions. Alors, je ne sais pas
parce que je parle trop vite, si c'est parce que c'est pas intéressant ou si c'est parce que ça demande à être réfléchi. Et je veux bien que vous me disiez, parce qu'à chaque fois, ça me laisse un peu perplexe et je suis inquiète. Ne me Il y a laissez une pas pleine réaction. d'inquiétude. Il y a une réaction, je te la transmets. Génial. J'entends rien du tout, je suis désolée. Ouais, mais je vais la retranscrire parce que les personnes sont loin du micro. Hein. D'accord, ça marche. Ouais. Faudra me redire. J'écoute pas, dites, puis Xavier me redira parce que j'entends pas. Ouais. Allez-y. Sur le territoire, mais qui aiment travailler, consommer, etc. Et qui peut-être aimeraient apporter leur point de vue sur ces établissements qui fréquentent là. Ouais, le collègue pose la question des gens qui finalement ne participent pas à la bibliothèque, mais qui sont de passage ou qui viennent travailler sur comment finalement on pourrait les associer eux, comment on fait avec ce public qui est plus volatile, on va dire, ou qui ne vient pas du tout à la bibliothèque d'ailleurs. Oui. En fait, il y a une slide où je suis passée très vite, c'est la troisième piste. Je disais, il y a le projet Place, voilà, il y a les dialogues, etc. La troisième chose dont je parlais, donc c'est un des éléments de réponse. Un des éléments de ma réponse, c'est que je pense que la bibliothèque doit aussi sortir de la bibliothèque. Je pense qu'il y a des gens, ils viendront à la bibliothèque et pour toujours, ils ne participeront pas. Mais c'est comme vous. Peut-être que parmi vous, il y en a, ils n'ont pas du tout envie de ce qu'on appelle la participation démocratique. Évidemment, vous participez peut-être, enfin évidemment, faites bien ce que vous voulez, mais peut-être quand il y a des élections, des choses comme ça, mais vous n'avez peut-être pas envie qu'on vous demande votre avis pour tout et pour rien. D'accord ? Enfin, vous n'êtes peut-être pas suisse, quoi, en gros. C'est une vraie chose. La première fois, quand j'ai commencé à travailler sur ma thèse, mon prof de philo, parce qu'à l'origine, moi, je viens de la philo, donc j'avais deux profs, un en philo, un en sociaux, pour diriger ma thèse. Mon prof de philo m'a dit, mais moi, je ne veux pas que la bibliothèque me demande mon avis, quoi. Je m'en fous, ils font bien ce qu'ils veulent. Enfin, ils font bien ce qu'ils peuvent. C'est eux qui savent quel est le métier. Je n'ai pas envie qu'on vienne me demander mon avis toutes les 2 minutes sur des choses que je ne connais pas et que j'aurai jamais le temps, et parce que mon expertise, je la mets sur d'autres choses, j'ai pas envie. Et il y a encore quelques semaines, j'ai une de mes copines qui bosse dans une ARS, qui a donc un certain nombre de compétences, comme vous pouvez imaginer, et qui me disait qu'elle ne veut surtout pas qu'on vienne lui demander son avis sur des trucs dont en fait, elle n'a pas son cerveau qui est disponible pour ça, parce qu'il est pris par des tas d'autres compétences qu'elle a et sur lesquelles elle sait qu'elle a quelque chose à dire. Donc, il y a aussi, il ne faut pas chercher à ce que tout le monde participe. C'est une aberration parce que, en fait, on ne veut pas que tout le monde participe à la bibliothèque. On veut que la bibliothèque soit participative, c'est-à-dire qu'il y ait des gens qui y participent. Mais peut-être que ces personnes qui participent à la bibliothèque sont ultra actives sur d'autres champs, d'accord, socialement et citoyennement. Donc, il ne faut pas vouloir déjà une exhaustivité. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on a intérêt, nous, à être participants, c'est-à-dire à sortir. Il y a un temps, un exemple que j'utilisais beaucoup, c'est imaginons que dans votre ville, il y a une école de cirque. Et que chaque cirque ou ce que vous voulez, en fait, de danse. Et que chaque année, il y a un spectacle de fin d'année. Et donc, je ne sais pas, cette année, ils vont bosser sur la savane. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire, ou la prof de danse, elle va aller chercher des images de la savane sur Internet pour faire son décor. Et il y a des grandes chances qu'elle tombe sur quoi? Sur le Roi Lion. D'accord? Donc, on a à peu près 3 millions de chances sur 3 millions que le décor ressemble au Roi Lion. D'accord? Avec un méga grand rocher, un singe, etc. Pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas? Sauf qu'en fait, si elle avait des relations avec vous, peut-être que vous, au début de l'année, vous lui diriez, alors c'est quoi le thème de cette année? Elle vous dirait, c'est la savane. Et là, vous lui diriez, attends, moi, je vais te trouver des images sorties de nos fonds sur la savane avec des tas de représentations. Des représentations anciennes, des représentations hyper drôles de la savane, d'ailleurs, au Moyen-Âge, j'en sais rien. Des représentations très variées de la savane, des animaux dont on ne parle pas beaucoup de la savane, ceux qu'on connaît le moins. Vous sortiriez peut-être le truc des 5 affreux de ceux qui ont fait Buffalo et tout ça. Bref, vous allez sortir des choses qui sont merveilleuses par leur diversité. Et là, vous allez lui fournir ça, et là, elle va se dire, ah d'accord, la savane, c'est un peu autre chose que ce que je pensais. D'accord? Et elle va pouvoir construire une représentation de la savane qui va être informée de tout ce que vous avez lui donné. Ça s'appelle quelque chose, ça s'appelle les bibliothécaires embarqués.
D'accord? Et ça, c'est un bibliothécaire qui est participant. Mais ce que ça veut dire être en relation avec les différentes actions qui se mènent sur le territoire pour pouvoir, je dirais, faire un travail presque de documentaliste. Évidemment, on ne peut pas le faire sur tout ce qui se passe, mais il y a vraiment un enjeu comme ça à, je dirais, sortir de la bibliothèque et à s'intéresser non pas seulement aux usagers et à leur manière de participer à nos actions, mais à s'intéresser bien à la manière dont nous pouvons participer à ce qui se passe sur le territoire. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ce que j'avais envie de vous répondre. Ouais, une autre question. Juste. Fantastique, merci, vous me sauvez la vie, ma journée en tout cas, tous les deux. J'ai l'impression que le problème qu'on a peut-être partout, finalement, c'est de passer de la participation informelle ou formelle, puisque on travaille avec des élus. Et même si je suis convaincue que la bibliothèque est un politique, le problème, c'est de le faire accepter par nous, politiques. Et donc, par quel biais est-ce qu'on peut passer? La question, c'est comment faire accepter. Tu as entendu? J'ai entendu à peu près. Ok, vas-y. Ouais. Je vois la question. En fait, moi, tout mon travail, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu de ce sur quoi je travaille, mais moi, je travaille sur la participation, mais je travaille aussi sur les questions de changement climatique. Ce n'est pas pour rien, parce que c'est des questions de politique publique, de transition et d'adaptation. Et puis, je travaille sur l'advocacy. Ce n'est pas pour rien que je travaille sur les trois. C'est pas pour rien du tout, c'est parce que je pense qu'il y a vraiment à chaque fois un enjeu fort à, si vous voulez, de la participation. J'en ai conclu qu'on avait un enjeu fort à trouver les moyens, comme vous dites, en fait, de se faire entendre par la municipalité. Et du coup, j'ai expérimenté ça, si vous voulez, sur des questions de transformation territoriale, comme par exemple les questions de ce qu'induit le changement climatique sur un territoire. Et donc, comment je vois ça sous forme de boucle? C'est que je pense qu'on a besoin de se former absolument aux questions d'advocacy. Et quand je parle d'advocacy, soyons clairs, je ne parle pas de com. Voilà, je ne cesse de le dire à mes étudiants. Ce n'est pas une question de com, ce n'est pas de faire connaître ce qu'on fait. Il ne s'agira jamais dans l'advocacy de dire aux élus « Et regardez ce qu'on fait, c'est trop génial ». Oui, de toute façon, on le sait que c'est génial, tout le monde le sait. Voilà, il n'y a pas de doute, je dirais, là-dessus. Ce qui me paraît important, c'est plutôt de mettre en valeur en quoi ce que vous proposez répond aux problèmes que rencontre le territoire. Encore une fois, j'en reviens à l'intention, au pragmatisme. C'est ça qui m'intéresse. C'est cette idée qu'au fond, le territoire rencontre des difficultés. Je vais vous donner un exemple tout bête qui est pour moi mais l'exemple type d'advocacy. Il y a une bibliothèque vers là où j'habite. C'est une ville où il y a beaucoup de mineurs isolés. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Mais il y a plein de mineurs isolés dans cette ville. Et ils vont où, ces mineurs isolés, d'après vous? Eh bien, ils vont à la bibliothèque. Pourquoi? Parce que c'est ouvert, parce que c'est gratuit, parce qu'ils peuvent y faire plein de trucs, etc. Donc, la bibliothèque a mis des actions en place pour ces mineurs isolés, pour les accompagner, pour leur donner accès à des cours. Alors, ils ont accès à des cours, mais pour qu'ils puissent les suivre sur les ordinateurs, pour qu'ils puissent apprendre un peu mieux la langue, tout ce qu'on peut faire en tant que bibliothèque pour des mineurs isolés. Puis surtout, ils ont pris contact avec les services sociaux et les associations pour aider les gamins, etc., etc. Moi, c'est super. Tout ça, c'est génial. C'est super ce que fait la bibliothèque. C'est fantastique. Et puis, la mairie a organisé une grande réunion avec tous les services et associations et institutions qui étaient concernés par les mineurs isolés. Tous, sauf une. On se croirait dans Astérix. Bien sûr. Il manquait qui? La bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, la municipalité n'a eu l'idée que la bibliothèque jouait un rôle. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu tant pis pour nous. C'est à force de dire que c'est cool, la bibliothèque, on y fait un peu tout ce qu'on veut et que c'est sympa et qu'il n'y a pas de vrai enjeu, etc. Et ben, on se retrouve à ce qu'on trouve qu'on est cool, qu'on est sympa, qu'on est un lieu ouvert et puis qu'il s'y fait un peu de culture et de loisirs et puis c'est cool, quoi. Voilà. Mais c'est pas à ça qu'on sert. On sert à quelque chose de beaucoup plus fondamental. Là, la bibliothèque, elle s'est retrouvée dans une situation où tout le travail qu'elle faisait, il était complètement invisibilisé parce qu'à aucun moment on a pensé que la bibliothèque faisait partie de la solution. C'est ce que j'appelle faire partie de l'équation. Et tant qu'on n'est pas capable de dire à un élu, vous avez un problème, ça tombe bien pour vous, je suis là. Et ça s'apprend. Moi, j'ai mis des années à apprendre à le faire, alors sur du lobbying international et national, mais n'empêche que j'ai appris à le faire à force d'échecs. Mais c'est un peu ça qui est en jeu. C'est pas de dire à un élu, regardez, c'est génial ce qu'on fait avec nos rapports d'activité et tout, ça, il faut le faire. Mais c'est aussi d'être capable, à partir de ça, de dire, il y a un problème sur ce territoire, je le sais, je vous ai entendu parler au conseil municipal, au machin, etc. Moi, j'ai une proposition.
Et c'est des choses qu'on a déjà fait. Et j'ai des évaluations de l'impact, de l'efficacité, etc., de ce que je fais. Et donc, donnez-moi une place à la table de discussion de la construction des politiques publiques. Moi, je ne veux pas intervenir après. Je veux construire les politiques publiques. Je veux que quand on discute de qu'est-ce qu'on fait pour les mineurs isolés, la bibliothèque soit là et puisse dire, bon, bah, dans tout ce qu'on va faire ça parce que c'est normal. En fait, on le fait déjà de toute façon. Voilà. Je ne sais pas si ça vous aide, mais en gros, c'est ça que je pense qu'il faut faire. Et c'est ça que j'ai eu fait à d'autres niveaux et ça marche. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans une ville. Voilà. Merci beaucoup.